Conseil de démarrage, n'oubliez jamais de regarder tout ce que vous avez fait. C'est énorme souvent. Juste dire, ça va compléter la présentation de Julie en fait, parce que mon parcours est lié au projet totalement, puisque ça démarre aussi par une prise de conscience, c'est-à-dire moi, toute seule avec mes 2 filles à élever et un souci de mode de garde tout simplement, avec finalement peu de solutions adaptées aux mamans solo qui travaillent tard, parce que je rentrais assez tard. J'avais un parcours, moi, d'école de commerce et 8 ans dans les assurances. Donc, j'étais dans un service marketing assurance santé. À l'époque, ça s'appelait les AGF. C'était repris par le groupe Allianz. On s'en fiche un peu. Mais tout ça pour dire que le démarrage du projet, clairement, c'était un constat. C'est-à-dire que je suis face à une difficulté. Et quand on est face à une difficulté de quelque chose qu'on ne trouve pas, pour la plupart des gens, on se dit, zut, il aurait fallu, il faudrait que, et pourquoi ils ne font pas ça, etc. Et moi, dans mon quartier, je me suis dit, et pourquoi moi, je ne montrerais pas la solution qui n'existe pas à une toute petite échelle. Donc, c'est vraiment parti d'un besoin vécu, d'un constat partagé, parce qu'après, j'ai essayé de voir si j'étais toute seule dans le cas, et avec une légère étude, 110 personnes quand même interviewées dans le quartier, avec des étudiants, évidemment, très vite, je m'aperçois qu'on est des tas de mamans à ramer. Comment on fait après l'école, quand l'école s'arrête à 16h30, l'étude surveillée à 18h, et que nous, on rentre, il est 19h, 19h30. Donc, c'est parti comme ça. Donc, finalement, mon entreprise, elle est très liée à mon histoire et à mon parcours. Le moment où je bascule, c'est ça. C'est le moment où je me dis, moi, citoyenne, après tout, plutôt que de subir, est-ce que je ne peux pas agir ? Parce que parfois, on passe son temps à constater que ça ne va pas, à râler, à militer. Enfin, bon, voilà, on peut faire comme on veut. Simplement, on peut aussi agir. Et moi, c'est un moment où il y a eu un déclic dans ma vie, qui a été de dire, mais après tout, est-ce que je reste les bras ballants? Est-ce que je rame? Est-ce que je subis? Et j'ai dit non, non, je ne vais pas faire ça. Et donc, je suis partie, mais complètement à l'aveugle, puisque effectivement, je n'avais aucune expérience sur ce que c'était la garde des enfants, pas de diplôme, rien du tout. J'ai passé mon BAFA à 34 ans. Hein. Je n'avais aucune expérience dans le milieu associatif. Je ne connaissais absolument rien en politique publique locale. Enfin bref, je partais avec rien. Voilà. Donc déjà, c'est juste peut-être pour toutes celles qui se disent j'ai pas coché toutes les cases. Alors, est-ce que ça marche encore aujourd'hui? J'ai démarré il y a 20 ans, hein, ce projet. Moi, je crois que oui, ça marche tout le temps. C'est intemporel, ça, de se dire que c'est possible. Donc, je n'ai pas envie de croire que c'était plus facile avant, parce qu'on pourrait me faire dire oui, mais à l'époque, on était en 2000. Hein, c'est pas non plus il y a si longtemps que ça. Donc voilà, je suis passée assez rapidement du marketing à je crée un projet associatif dans mon quartier et on verra. Voilà. Je ne sais pas, Julie. C'est hyper. Si, complètement. C'est hyper intéressant justement de voir ce moment où tu as expliqué. Je pense que c'est d'autant plus intéressant et c'est un point qu'on aime bien voir ensemble. C'est effectivement comment, dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là. Et notamment, du coup, on avait évoqué aussi justement, je pense qu'il y a un point important quand on hésite à se lancer, c'est qu'on hésite souvent en fait entre j'ai un peu peur, mais en même temps je suis peut-être parfois un peu j'idéalise la situation d'un entrepreneur. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver sur ce point-là. Et est-ce que du coup, comment est-ce que toi ça s'est passé ce moment où tu t'es lancé ou voilà, quelles ont été tes premières difficultés, comment est-ce que tu as vécu? Je pense que tu as évolué potentiellement aussi au cours des années parce que c'est hyper intéressant d'avoir justement quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat et qui a monté sa boîte. Et donc, quel conseil tu pourrais donner à toutes ces personnes qui voudraient se lancer comme toi, tu as pu le faire? Un petit peu sur les premiers pas, en fait, hein, les premières marches, les premiers leviers. Déjà, je vous ai parlé de ma petite étude de marché qui m'a permis de conforter mon idée, c'est-à-dire le besoin que j'avais vu en face, il est vraiment réel et il existe toujours. Et là, on en entend encore parler, c'est marrant. Hein, je ne sais pas si vous avez suivi, mais pendant cette période, c'est les femmes qui, à 70%, remplissent les tâches ménagères en dépit du fait qu'elles télétravaillent à côté et tout. Hein. Donc, il y a un vrai sujet sur la conciliation du temps. Je travaille, j'ai des enfants et souvent, je n'ai pas forcément l'aide à côté, et notamment quand je suis toute seule à les élever. Quoi.
Donc déjà, la première marche, c'est vraiment de conforter votre idée. Ça ne sert à rien de garder son idée tout seul. Personne ne va vous la piquer, rassurez-vous, ça ne se marche pas comme ça. Il faut juste aller la conforter. Moi, c'est vrai que mon questionnaire, là, il m'a été très utile. Alors, j'avais les bases du marketing. Ben, n'empêche que les premières personnes que j'ai vues avec ma petite étude de rien du tout, homemade, ça m'a ouvert beaucoup de portes parce que j'arrivais avec quelque chose de très concret. Voilà, il y a 110 personnes, 95% disent qu'elles aimeraient ce service dans le quartier et que s'ils s'ouvrent, ils inscriront leurs enfants. Bon, ben voilà. Donc déjà, bien cerner le besoin et aller conforter ce besoin et voir si vous avez bien vu le truc. Le deuxième point, c'est que moi, j'ai été tout de suite accompagnée. Je suis très, très rapidement allée me dire, je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est que moi, créer une entreprise. Je ne sais pas faire un business plan. Je vois bien qu'il y a des étapes à franchir. Toute seule, je peux tout faire, mais enfin, si on peut me donner de la méthode, c'est bien. Je me suis fait accompagner par les boutiques de gestion. Vous connaissez peut-être, hein, c'est un réseau national d'accompagnement à la création d'entreprises. Ça date, ça vient, je ne sais pas, peut-être 40 ans, les boutiques de gestion, je ne sais pas. Mais peu importe, il y a plein de solutions aujourd'hui pour se faire accompagner. Je n'ai pas envie d'en citer une plus que d'autres. Il y a toujours moyen de se faire aider pour structurer sa réflexion. Donc moi, ça m'a aidé parce que j'avais un guide, une espèce de guide projet qui m'a obligée à aller répondre à toutes les questions. Parce qu'il y en a plein que j'avais oubliées, des trucs très bêtes comme la réglementation du secteur, comme est-ce que ce projet, qui vont être les prescripteurs, enfin j'avais toute cette liste de questions qui peut paraître parfois un peu bébête, mais n'empêche que c'est très utile. Donc moi je conseille un dossier type et il faut avancer sur des étapes et pas tout seul. Donc ça c'est important. Troisième marche, c'est de créer un groupe d'amis. Parce que moi, dès le début, quand je me suis lancée, je me suis dit que de toute façon, si autour de moi, on ne comprenait pas ce que je voulais faire, je ne m'en sortirais pas. J'avais besoin de mon premier cercle, et mon premier cercle, c'est mes amis, ma famille. Et il fallait que tout le monde comprenne pourquoi j'allais me lancer là-dedans et qu'on ne me dise pas encore une folie, écoute, va t'amuser si tu as envie. Enfin, je voulais vraiment être sûre que derrière, je serais soutenue. Vraiment, moralement, hein, ce n'était pas financièrement. Là, c'était une histoire de moralité, d'être entouré. Voilà, il faut être entouré. D'ailleurs, ça a été les premiers à rentrer dans mon conseil d'administration. C'est la famille, c'est les amis en premier. Voilà. Ça, c'est peut-être un petit conseil que je donne parce qu'on veut souvent aller voir des experts de ceci, de cela, mais d'abord, rassurons-nous avec les premiers quoi. Les premiers qui sont toujours là d'ailleurs. Hein. Ouais, et qui sont souvent aussi ceux qui sont justement là pour écouter, pour conseiller, qui sont là pour rassurer, qui sont vraiment essentiels. On est totalement d'accord. Et aussi sur la partie accompagnement, complètement en accord avec ce que tu dis. Nous, on conseille vraiment. Il y a beaucoup de structures qui proposent des formats très différents, qui s'adaptent au moment où vous lancez votre projet, que ce soit en amont, au moment du lancement, ou au contraire dans une phase de croissance. Donc, ne pas hésiter à se renseigner. Et justement, ce qui amène à ma deuxième question, c'est qu'effectivement, tu as une expérience de quasiment 20 ans, c'est hyper impressionnant et vraiment, encore une fois, bravo. Et quand on avait échangé, tu avais notamment mentionné le côté expérimentation et résilience. Parce que j'imagine qu'en 20 ans, l'image et l'idée que tu avais pour le projet a forcément évolué et tu as notamment mentionné ça comme étant un point hyper important sur la création. Et donc ça, c'est un petit peu ma première question. Et j'ai une deuxième question qui est en lien avec ça, à savoir comment est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que aujourd'hui tu peux revenir après, suite à toutes ces expérimentations, ces pivots, etc., ton impact actuel avec le réseau Montmartre, comment est-ce que tu l'as déployé? Comment est-ce que tu as, une fois que tu t'es lancé, qu'est-ce qui t'a permis de prendre ton élan et de faire de ce qu'est Montmartre aujourd'hui, à savoir un acteur incontournable dans le secteur, quoi. Ouais, j'ai une image qui me vient, c'est un peu l'araignée là, qui construit sa toile. Donc, moi, j'ai démarré dans un quartier, le 18e, mon quartier, un lieu. Je n'avais aucune intention d'en faire un projet national. J'avais juste une idée, une maman, un quartier qui crée son initiative très locale. Bon, aujourd'hui, on a 130 salariés, on est sur un budget de 4 millions d'euros, on a 17 lieux d'accueil, on est aussi organisme de formation. Enfin, jamais j'aurais pu imaginer ça. Je ne montais pas pour ça, en fait. Donc déjà, l'idée, ça a été, c'est pour ça que j'ai parlé d'expérimentation, c'est que à chaque fois qu'on a fait quelque chose, on s'est dit pourquoi on le fait. Et moi, je vais revenir beaucoup là-dessus sur avoir une clé de lecture qui est toujours la même, c'est pourquoi je fais ça.
Ensuite, c'est comment je vais le faire. Et qu'est-ce que je vais faire, ça vient en dernier. Parce que très souvent, on construit un service, un produit, mais en fait, on ne sait pas très bien pourquoi. Quand on a des difficultés, on se dit, mais pourquoi on fait ça en fait? Donc, le why, il faut le remettre tout le temps au centre. Hein. Vraiment, je redis ça parce que c'est ça, la toile d'araignée Montmartre, c'est le pourquoi on fait les choses au milieu. Et on démarre local et on avance. Et on avance au fur et à mesure qu'on rencontre des partenaires, qu'on comprend comment marchent les politiques publiques, qu'on s'aperçoit que ce qu'on fait, ça a vraiment de la valeur, qu'on voit que les parents nous poussent et qu'on se dit, ben, en fait, ce qu'on a fait là, il faut le faire ailleurs. Moi, j'ai une équipe qui est revenue me chercher en me disant, Chantal, tu reviens à plein temps. C'est pas possible, on ne peut pas rester avec un seul lieu. Et de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Après, je suis rentrée dans un réseau qui s'appelle Ashoka en 2009. Et à ce moment-là, on a commencé à développer et s'aimer. Donc, on a d'abord testé un peu tout. Et quand on est prêt, on va sur la marche d'après. Ça ne sert à rien de vouloir monter en haut de l'escalier en une fois, parce que si vous n'avez pas passé marche par marche, de toute façon, vous n'y arriverez pas. Donc, l'idée, c'était vraiment de se dire, est-ce que je suis crédible pour aller plus loin? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que je suis prête? Et est-ce qu'on est tous OK qu'il faut y aller, quoi? Et une fois qu'on a ça, ben, il y a un go, quoi. Donc, c'est vraiment l'expérience qui a fait Montmartre et ça continue. On a expérimenté 10 millions de trucs, on s'est planté. Moi, j'ai démarré avec des artistes bénévoles. Il n'y avait pas un salaire pendant un an, on n'avait pas un rond. On avait juste de quoi avec les familles, ce que payaient les familles. On payait le loyer, les courses pour les goûter, et voilà. Et au fur et à mesure, on a trouvé des fonds, on a créé un emploi, un deuxième, un troisième. Donc, c'est allé de fil en aiguille. Et tout ça parce qu'on avait envie, en fait. On avait envie de faire grandir le projet. Mais on n'est pas parti d'une vision cible à se dire il y aura 20 lieux en 2020. Jamais j'ai dit ça. C'est notre façon, on a avancé comme ça. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon, mais quelque part, on n'a jamais rien fermé. Ça n'a jamais été. Ça a toujours été durable. On n'a fait qu'additionner des briques, en fait. Et ça tient. C'est des fondations assez solides au final. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Expérimentation, je vous donne des exemples. Hein. On a, par exemple, en 2014, répondu à Marseille sur un projet. Ils cherchaient une garderie dans un centre commercial qui allait ouvrir. On a dit, bah, nous, on va y aller, mais on va faire un centre de loisirs dans le centre commercial. Bon, c'était le premier en France et on a eu beaucoup de mal à avoir les agréments. Bah, on les a eus parce que ça faisait sens là-bas. On touchait les enfants d'un quartier assez pauvre de Marseille. Et pour le coup, on nous a suivis. Mais on s'est battu. Hein. On n'a jamais imaginé qu'il n'y avait qu'une façon de faire. On a ouvert dans un théâtre, on a ouvert dans une gare. Enfin, voilà. Et pour autant, voilà quoi, c'est l'opportunité aussi, les rencontres. Le fait de rencontrer et de voir qui intéresse que ce projet se monte. Donc, à chaque fois que vous avez peut-être ces idées ou vos envies d'entreprendre, réfléchissez aussi à qui très largement a intérêt à ce que ce projet existe, en fait. Parce que plein de gens ont intérêt à ce que ce projet existe. Quand la SNCF nous dit OK pour nous ouvrir la gare d'Argenteuil, en fait, c'est dans leur intérêt. Parce qu'ils cherchent à développer des services pour leurs voyageurs. Bon, voilà, on ne serait pas allé les voir sinon. Hein. Ouais. Je n'avais pas l'idée au départ. Donc, il faut avoir une grande ouverture et des antennes partout, en fait. Hein. C'est une posture aussi d'ouverture. Il n'y a jamais de mauvaise idée, en fait. Et pourquoi pas? Ok, hyper inspirant et surtout avec des exemples très concrets, ça permet vraiment de visualiser un petit peu ton cheminement et les différents tests, comme tu dis, en plus des choses hyper différentes. Enfin, j'imagine que monter une garderie dans un théâtre puis de tester ailleurs, enfin vraiment ça a dû être j'imagine des grands moments. Et du coup, j'ai peut-être une question plus sur la partie. Donc là, on parle effectivement du réseau d'acteurs, etc. Et d'ailleurs, je note la question de Clotilde, on y reviendra à la fin. Oui, Je note vos questions pour vous dire. Voilà, pas de souci, on y reviendra à la fin. Plus au niveau de maintenant par rapport aux enfants, peut-être qui sont aussi finalement quand même les bénéficiaires et des personnes que vous touchez directement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la pédagogie, parce que c'est quelque chose qui est hyper intéressant, moi, que j'ai trouvé hyper important dans votre projet, un petit peu détailler toute cette fameuse pédagogie culturelle, comment ça fonctionne. Enfin voilà, vous un peu des billes là-dessus. Ouais, alors en fait, peut-être le point de départ, et c'est aussi le point d'arrivée, parce que le cœur de Montmartre, le vrai objectif, le seul objectif, c'est d'outiller les enfants pour qu'ils soient acteurs de la société de demain. En gros, c'est de croire que chaque enfant a un potentiel,
que chaque enfant peut trouver sa place dans la société et ce n'est pas toujours possible pour beaucoup à l'école. L'école est parfois très excluante et on voit bien que selon son milieu familial, on est plus ou moins, on grandit plus ou moins bien. Les inégalités de départ, elles sont criantes. Hein. On parle même de la crèche. On peut déjà constater les inégalités à la crèche. Donc nous, le parti pris qu'on a eu, et moi dès le début, c'était de dire il faut commencer petit. Donc c'est pour ça qu'on est dès 4 ans, hein, 4-11 ans, parce que c'est les âges où le décrochage scolaire commence. On commence à repérer les décrocheurs à ce moment-là. Et l'idée, c'était de venir compléter les apprentissages de base, savoir lire, écrire, compter, par les savoir-être en fait. Donc moi, je parlais déjà de savoir-être il y a 20 ans, et des compétences clés comme la créativité, savoir s'exprimer, savoir vivre ensemble, savoir coopérer, trouver sa place, exister, être un individu à part entière et développer le potentiel pour chacun. En gros, c'est vraiment ça. De toute façon, on voit bien les dégâts qui ont pu être faits toutes ces dernières années et ces dernières décennies. Outillons les enfants pour qu'ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs. Donc, c'est un peu ça, Montmartre. C'est un peu une école de la vie, une école de la citoyenneté. On est sur les principes de l'éducation populaire, revue et corrigée, mode Montmartre. Donc, nous, on a choisi l'artistique comme un levier et comme un vecteur, jamais comme une fin en soi. Donc, les enfants sont en mode projet depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'ils ne font pas un atelier, ils travaillent sur un projet. Donc, il faut juste savoir qu'à 4 ans, on ne travaille jamais sur des projets à l'école, nulle part. Donc, c'est déjà un premier apprentissage. Le deuxième point, c'est que c'est une pédagogie inclusive, c'est-à-dire que tous les enfants ont leur place, quels qu'ils soient, et on les traite individuellement. On essaie de répondre aux besoins collectifs et individuels du groupe. Et enfin, cette fameuse pédagogie de la coopération, du vivre ensemble et du faire ensemble. Voilà, c'est vraiment la base de Montmartre. Donc, on n'en fera pas forcément des artistes, peu importe, mais via l'artistique, ils vont comprendre comment marche le monde, ils vont comprendre plein de trucs, en fait, ils vont apprendre autrement. Et hyper clair. Et justement, ça me permet de passer à mon autre question qui concerne plus la situation actuelle, parce qu'effectivement, Montmartre et tout votre réseau, vous êtes un acteur qui agit sur la proximité, le vivre ensemble, comme tu viens de le dire. C'est des choses dont on parle aujourd'hui et qui sont clairement au cœur de la situation actuelle. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la stratégie? Parce que vous continuez à agir et comment est-ce que vous faites à la fois en physique et en digitaux, en digital plutôt, et notamment vous touchez des familles qui sont particulièrement fragilisées, vous êtes des acteurs en première ligne, et comment est-ce que vous maintenez ce lien justement pour continuer à créer du vivre ensemble et accompagner tout ce monde-là? Ouais, donc juste dire qu'à Montmartre, il y a à peu près 8000 enfants qui sont touchés par notre association, 2000 sur nos lieux d'accueil et le reste, écoles, crèches, partout on intervient. On fait aussi de la formation. Bon, en gros, toutes nos activités ont été arrêtées dès mi-mars, quoi. Enfin, voilà, puisqu'on est réglementé et qu'on ne pouvait plus ouvrir. Donc, ce qu'on a fait, le premier réflexe, ça a été de dire qu'est-ce qui est le plus important pour Montmartre et qu'est-ce qui est le plus important pour les familles. Donc, nous, nos valeurs, c'est vraiment venir en soutien et être dans le lien. Donc, Julie, tu parlais de lien. C'est ce qu'on a décidé de faire, c'est d'appeler toutes les familles et de faire du téléphone. On s'est tout de suite dit très bien le numérique, sauf qu'on savait qu'on avait plein de familles qui ne pourraient pas accéder à tout parce que pas d'ordi, un téléphone pour toute la famille, c'est complexe. Donc, le premier truc, c'est d'organiser des séries d'appels avec les directrices qui connaissent bien les familles. Et tout le monde, il y a eu 750 familles d'appelés, les plus fragiles. Et là, on a mis en place un tutorat des enfants, d'aide à distance, c'est-à-dire aide aux devoirs, mais aide sociale aussi pour tout le monde, pour la famille, aide psy, avec nos bénévoles, nos artistes, tout le monde. Et il y a 110 enfants qui sont appelés 2 fois par semaine. Il y a une continuité qui est mise en place, beaucoup par le téléphone. On a rédigé un guide d'accompagnement du bénévole, de tutorat. Et demain, on anime un webinaire de questions des bénévoles parce qu'ils nous font des rapports après chaque coup de fil avec les familles. Et ça nous permet de réajuster. On a listé toutes les ressources pour donner aux familles. Problème alimentaire, elle est là, quartier par quartier. Problème de santé, voilà ce qu'il faut faire. On est devenu un centre de ressources en fait. Donc voilà, à côté de ça, on a créé des cahiers d'activité pour que les enfants soient occupés parce que c'est compliqué pour les parents d'occuper leurs enfants quand ils en ont plusieurs. Et les artistes ont conçu 2 cahiers d'activité, on en est à l'édition 2. On en a imprimé 1000 qu'on a distribués, qu'on est allé distribuer aux familles sur des points relais et aussi dans les hôtels sociaux et centres d'hébergement d'urgence. Donc, on est revenu au cœur de Montmartre, c'est-à-dire du concret,
auprès des familles. Matériel, voilà. On a fait du digital à côté, bien sûr, mais le plus important, c'était ceux qui allaient être déconnectés, c'est de rester avec eux, en fait. Voilà, c'était ça le point. Ok, hyper clair. Et du coup, bah, tu as mentionné un webinaire, je sais pas comment on entend bien, un webinaire notamment que tu vas réaliser demain et pour accompagner tous vos bénévoles. Du coup, c'est ma deuxième question sur la gestion un petit peu de cette période. Plus au niveau interne, effectivement, bah, Montmartre, c'est bah, beaucoup de bénévoles, beaucoup de personnes aussi, de salariés que tu mentionnais, toutes les familles. Donc, plutôt au niveau de votre mode de travail, comment est-ce que vous vous êtes adapté et donc, et notamment, comment est-ce que vous continuez à mobiliser ces équipes? Donc, ce webinaire, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez mis en place en ce moment? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on avait déjà créé il y a 3 ans notre modèle de management. Alors, moi, j'ai suivi plein de cycles d'entreprises libérées, et voilà, Mhm. enfin, si ça vous parle. Mais surtout, on a créé notre identité de façon de travailler. C'est-à-dire qu'on a un comité de direction, mais il y a aussi, entre pairs, des tas de comités à tous les échelons de l'association. C'est-à-dire que les médiateurs artistiques se réunissent tous les mois, ont des méthodes d'animation, on fait beaucoup de co-développement. Donc, j'ai envie de dire que nous, on est déjà habitués à travailler rapidement, prise de décision collective. On a des règles de travail, des méthodes de travail. Donc, à distance ou en présentiel, ça ne changeait pas grand-chose pour nous. On a tout de suite été très réactifs. Bon, la seule chose, c'est qu'au lieu de faire un comité de direction par mois, on en fait un par semaine, bien évidemment. Mais ça nous a permis de travailler comme on fait d'habitude. On regarde les charges de travail de tout le monde, on se répartit les dossiers. Il n'y a pas tant de fiches de poste que ça à Montmartre. On a fini par. Enfin, moi, j'étais contre les fiches de poste. S'il y avait eu que moi, personne n'aurait eu de fiche de poste. Enfin, voilà. Bon, après, on m'a dit que j'étais trop rebelle, donc on est revenu à des choses un peu plus cadrées. Mais l'idée, c'était de dire on travaille pour le même objectif. Et comme on est plein de compétences, plein de potentiel, après tout, s'il y en a une qui, à un moment, a plus de temps que l'autre pour bosser sur un dossier que ça l'intéresse, bah, go, quoi. Je m'y connais en digital, il y a un projet qui arrive, bah, ok, c'est peut-être pas dans ma fiche de poste, mais j'ai envie de le faire. Donc, on a l'habitude de travailler comme ça. C'est très souple. Et en fait, ça marche bien parce que tout le monde est très solidaire. Et on fait attention, quoi. On fait vraiment attention. Voilà. Donc pour nous, on a continué à bosser, on bosse comme des dingues. On est tous bien crevés, mais on est vachement fiers quand même de bosser, enfin d'être là, quoi. D'être là et de ne pas avoir lâché, de tenir compte aussi de qui peut faire quoi, parce que moi j'ai plein de mamans qui travaillent à Montmartre. Donc forcément, chacun a dit, moi je peux travailler tel jour, on a partagé nos agendas et la règle c'est qu'on n'embête jamais quelqu'un sur les heures où il a bloqué son agenda parce qu'il s'occupe de ses enfants. Voilà, il n'y a pas de travail le soir, il n'y a pas de travail le week-end, il n'y a pas tout ça, quoi. On fait très attention parce qu'on est sur un projet qui doit durer en fait. D'ailleurs, on est encore là au bout de 20 ans. C'est une course de fond, donc ça ne sert à rien de partir dans tous les sens. Bon, bah, hyper clair. Et du coup, ma question, tu as mentionné notamment l'aspect solidarité. C'est quelque chose voilà, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment, la solidarité, l'engagement, etc. Est-ce que tu as vu une évolution déjà d'une part avec peut-être d'autres acteurs, typiquement les acteurs publics, comment est-ce que ça se passe en ce moment, tous les d'autres associations, ce genre de choses. Est-ce que il y a des liens, des opportunités qui sont nées aussi de cette prise, et aussi comment est-ce que toi tu définirais ton engagement, l'engagement général, enfin voilà, comment est-ce que ça a évolué à ce niveau-là avec vos différents partenaires? Ce qui est un petit peu positif, c'est que les collectivités et l'État se rendent compte quand même, après nous avoir vraiment malmenés, que les associations jouent un rôle important en France. Ça met en lumière que finalement, s'il n'y avait pas les maraudes de la Croix-Rouge la nuit en ce moment, les distributions du Secours populaire, les Restos du Cœur, de tout ça, enfin, vous y voyez bien où sont tous les gens qui œuvrent en ce moment. Ça reste des associations. C'est quand même 12% de l'emploi en France, c'est pas neutre. Donc, tout d'un coup, on est remis en valeur. Donc, ça, c'est bien, cette prise. Alors, on espère juste que ça va durer, que ce n'est pas opportuniste, mais au moins, ça crée des liens. Du coup, par exemple, moi, je vous donne un exemple. Tous les jeudis, je suis en ligne avec le ministère de la Cohésion des Territoires, c'est les politiques de la ville.
On est 40 associations et on travaille ensemble à trouver des solutions pour demain, comment on gère l'été des enfants et qu'est-ce qu'on fait demain à partir de septembre pour être au rendez-vous des plus démunis. Et il se passe plein de choses. Donc, on se répartit les boulots, il y a des groupes de travail. Donc, moi, je trouve ça très positif. Mais je garde mes réserves parce que je sais aussi que on nous mène la vie dure par ailleurs parce qu'il y a ça. Et puis d'autre côté, vous recevez 50 mails avec 3000 tableaux à remplir qui n'ont aucun sens, avec des données qui ne serviront jamais à personne. Et on se demande juste si à un moment on pourrait nous lâcher un petit peu quoi, hein, sur des demandes, des exigences qui ne font que les rassurer eux, mais qui n'ont aucune utilité. Enfin voilà, mais ça c'est le petit constat qu'on a avec les équipes. On aimerait avoir un peu plus de souplesse et un peu de souplesse aussi dans la réglementation, dans les dossiers, tout ça, parce que les dossiers de subvention sont toujours aussi complexes et je trouve qu'on aurait pu assouplir les règles là, en ce moment. Mais ça, c'est le tout petit bémol. Donc plutôt une énergie positive. Voilà, donc la notion d'engagement. Bon, moi, je suis toujours très étonnée que les gens ne s'engagent que quand il y a la guerre, alors que finalement, si vous regardez toute la notion des inégalités éducatives, évidemment, ça ne sort pas d'aujourd'hui. Si vous regardez la pauvreté en France, mais ça fait des années qu'on en parle. Tout le monde en parle depuis très longtemps pour ceux qui se sont intéressés au sujet. Bon, après, il fallait une prise de conscience du citoyen et de tout le monde, et heureusement, elle se fait. C'est comme pour l'écologie, hein, c'est pareil. Donc, bon, on a envie de croire que ça va s'ancrer dans les esprits et que les consciences vont s'élever. Voilà. Oui, comme tu dis, vous êtes sur une course de fond et on espère que les gens et l'engagement va pareil tenir sur du long terme, quoi, parce que Montmartre, ça va clairement pas s'arrêter après le Covid et au Non. contraire. Ouais, j'imagine. Ça me fait penser justement sur cette notion d'engagement. Pendant notre échange, tu avais aussi mentionné la notion de leadership éthique. Et ça revient Oui. un petit peu aussi avec toute la partie sur l'organisation, peut-être en interne que vous avez mis. Je trouve que c'est d'autant plus important aujourd'hui et vu ce qui se passe. Et est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer ta vision de ce qu'est ce concept et nous en dire un peu plus? Oui. En fait, l'idée de l'engagement, c'est que l'engagement, il commence toujours par soi. On ne peut pas gérer une organisation qui se dirait engagée si soi-même, enfin moi je suis à l'initiative de cette affaire-là, si mon engagement il n'est pas 100% aligné avec ce que je suis, il va sonner faux à un moment, ça sera dissonant. Donc le premier travail que moi j'ai essayé de faire, c'est vraiment de réfléchir avec le cœur et pas avec la tête. Donc, c'est une espèce d'alignement qu'on a tous quand on est enfant. Un enfant, il est tout le temps aligné, c'est-à-dire que son cœur, son corps et son esprit, c'est une seule ligne et tout marche ensemble. Le problème, c'est que quand on grandit, avec l'école, avec le contexte, l'environnement, tout ça, on se déforme et tout d'un coup, c'est l'intellect qui prend le dessus. On nous fait faire des études, on nous déforme un peu. Et au bout d'un moment, il n'y a plus que le cerveau qui cause et qui intellectualise, qui met en process, qui travaille comme ça. Et en fait, on se coupe totalement de ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire de ses ressentis, de son cœur, en fait. Et ça, c'est pas comme ça que ça devrait marcher parce que l'engagement, il ne marche que quand le cerveau, enfin l'intellectuel et la connaissance est au service du cœur. C'est vraiment comme ça que ça devrait marcher. Sinon, on n'est pas engagé. Parce que ça veut dire qu'à un moment, on a mis un couvercle sur ce qu'on ressentait profondément. Et pour tenir le coup, c'est tellement difficile des projets comme Montmartre, là où on nous en... Enfin, je sais pas, moi, j'ai beaucoup plus de raisons de m'arrêter tous les jours que de continuer. Si je n'étais pas alignée avec ce que je pense et ce que je sais, ce que je ressens et ce que je suis, je ne peux pas embarquer mon équipe. Je ne serais pas crédible. Je ne suis pas crédible. Donc, les gens adhèrent au projet aussi parce que tout est aligné. Ce qu'on fait, ce qu'on dit, ça marche ensemble. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Enfin, tout est bien sur la même ligne. Et ça commence par le leader, en fait. C'est pour ça que je parlais de leadership. Ouais. Moi, je suis allée faire des formations là-dessus pour essayer de voir de quoi on parlait. En fait, c'est de dire, comme on doit commencer par soi, il faut que nous, on soit alignés, les dirigeants, là, et que les valeurs du projet soient les valeurs qu'on applique au quotidien dans son propre comportement et dans son comportement avec le management et avec ses équipes.
Donc, le leader, par exemple, c'est celui qui est leadership éthique, c'est un manager classique, il a tendance à voir ce qui manque tout le temps. Le manager éthique, il va voir le potentiel, en fait, de tout ce qu'il y a, de tout ce qui est là, en fait. Ou alors, il va voir, manager classique, il va voir une vision partielle du projet, il segmente les trucs. Le manager éthique, il a une vision à 360 et une vision globale. Il voit tout, en fait. Pareil sur une vision à court terme ou à long terme. Quand un manager classique regarde toujours les problèmes, parce qu'on voit les problèmes, on les a tous les yeux toujours, peut-être que le manager équipe, il va toujours plutôt se tourner vers la solution et le problème, bon, bah, il est là, hein, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la solution qu'on construit, en fait. C'est un petit peu ça, c'est de changer le prisme de lecture des choses et je trouve que ça marche plutôt bien. Mais ça marche si soi-même, on sait gérer son stress, on sait gérer, on est capable de se dire, bah, il y a des moments, je me mets off parce que quand je suis off, je sais pourquoi, sinon je vais être contre-productive et surtout si je suis énervée, je vais être énervante. Si je suis fatiguée, je suis fatigante. Tous ces trucs-là. Donc moi, je me mets en retrait. Quand je sais que ça ne va pas, je me mets en retrait. J'ai demandé à des gens dans mon entreprise, notamment ma directrice générale, de veiller, d'être un peu, on parle de sentinelle, bah, c'est ma sentinelle. Donc elle me dit, là Chantal, franchement, tu ne vas pas à cette réunion, ça ne sert à rien, on peut la faire sans toi, tu perds du temps, tu te fatigues. Bah non, la Chantal, franchement, hier, on a senti que ça allait pas, tu es crevée, tu es fatiguée, on te sent en colère, c'est pas la peine, on va gérer, tu reviens après, etc. Donc moi aussi, j'ai besoin d'être encadrée en fait. Ok, super. Et bien alors, du coup, moi j'ai une petite question parce que je trouve ça hyper intéressant justement cet alignement que tu évoquais entre le corps, l'esprit, le cœur. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu as construit? Est-ce que c'est un alignement que tu as trouvé? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est un alignement? Est-ce que tu aurais un tips en fait? Parce que souvent, oui, c'est quelque chose qu'on évoque, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Est-ce que tu as des exercices, des conseils là-dessus pour que chacun puisse peut-être lui aussi essayer de comprendre quel est finalement mon alignement et comment est-ce que moi aussi je peux atteindre construire en fait cette cohérence dont on a besoin pour se lancer dans un projet. Ouais. Bah, peut-être déjà être sûr que ce qu'on porte, on est prêt à le porter longtemps, durablement. C'est-à-dire, Ouais. est-ce que je monte Montmartre pour me faire plaisir parce que je trouve que c'est super, ça fait des articles dans la presse, ou est-ce que je monte Montmartre parce que je suis profondément convaincue du sujet et parce que je suis profondément convaincue qu'il faut absolument y croire, hein, et donner l'égalité à tout le monde. Bon, ça, c'est des questions qu'il faut se reposer tout le temps parce que parfois, on se ment un peu. On a envie de monter une boîte, puis c'est sympa. Voilà, moi, les premiers prix, on monte sur scène, ouais, super. Franchement, ce n'est pas pour ça qu'on le fait, en fait. Donc déjà, pourquoi je le fais? On se repose bien la question, hein, parce que sinon, on ne sera pas durable. Et puis après, j'ai envie de dire que le travail sur soi, bon, ben, moi, j'ai 53 ans, donc forcément, j'ai eu le temps de comprendre, hein. Je me suis pris les pieds dans le tapis sur plein de trucs. Et puis, quelques petites formations, évidemment le rythme. Par exemple, imposer, moi, il y a 4 ans, j'ai imposé que plus personne ne travaillait après 20 heures à Montmartre. Donc, ceux qui travaillent, ils se débrouillent. Je ne veux pas en entendre parler. Il n'y a pas de mail qui part après 20 heures. Je ne travaille jamais le week-end. L'équilibre physique, il est important. C'est un problème d'équilibre, hein. C'est de travailler les équilibres, en fait. On ne peut pas être en course de fond, en course de vitesse tout le temps. Donc, il faut savoir faire des pauses, prendre des vacances, mais pas que, hein. Avoir le disjoncteur. Moi, quand j'ai fini ma journée, je prends le disjoncteur et c'est off, quoi. Et je passe à autre chose. J'ai des amis, j'ai une famille. Tout est important dans la vie. On ne peut pas tout donner à son travail. Le travail, c'est une forme d'épanouissement, mais tout être humain, où qu'il soit sur la planète, a besoin d'un équilibre de vie. Sinon, on est en tension. Donc, se mettre en tension, c'est jamais bon, hein. C'est jamais bon. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a tout ça à faire, hein, un travail un peu sur soi, mais enfin, c'est très bête, mais prendre le temps de faire un peu de… Moi, je fais 20 minutes de gym tous les matins, c'est ridicule, hein. Il y en a qui vont courir, qui font autre chose. Et ben, n'empêche que j'ai plus mal au dos depuis 10 ans parce que j'ai fait ça. Et 20 minutes, c'est rien dans une vie, quoi, hein. C'est rien dans une journée. C'est des petits trucs, des astuces. Il faut se trouver, quoi. Il faut se connaître. Ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre, hein. Donc là, pour le coup, je n'ai pas de règle absolue à donner, si ce n'est de chercher le point d'équilibre et de jamais oublier que c'est important, tout est important. Les amis sont importants, la famille, c'est important. Voilà. Ne pas s'épuiser, en fait.
Il Non, faut mais être, très clair. Et parfois ralentir, hein. Parfois, il faut savoir ralentir. Des fois, je m'arrête, parce que j'ai besoin de m'arrêter pour comprendre, pour digérer certains trucs, se remettre au centre, avoir un angle de vue qui s'élargit. Si vous êtes tout le temps en mouvement, vous ne voyez rien, hein. On rate ouais. plein de choses. Et justement, justement, très bien que tu arrives sur cette notion de s'arrêter, parce qu'avec ce qui se passe actuellement, on a un peu l'impression que c'est le bouillonnement permanent. Oui, Ce que tu oui, disais tout à c'est le l'heure cas. aussi sur le fait qu'il faut bien pas forcément s'éparpiller, savoir se poser. Donc, c'est aussi une période voilà, qu'on vit au quotidien tous. Mais il va y avoir un après. Il va y avoir notamment, je pense, un temps de réflexion, beaucoup de pauses et de questionnement, que ce soit par rapport à l'engagement, ton engagement personnel, professionnel, par rapport au réseau Montmartre, mais aussi à dans une plus large mesure sur votre rayonnement global. Donc voilà, comment est-ce que toi, tu envisages cet après sur tous les aspects qu'on a pu évoquer aujourd'hui? On en est à la deuxième réunion, comité de direction sur et Montmartre après. On est déjà Ouais. assez en avance, on a même nos masques, hein. On a commandé 2000 masques, incroyable. Non, en fait, les discussions qu'on a en CODIR, et là où moi je joue mon rôle de manager, c'est toujours de dire quelle est notre place, où est-ce qu'on doit se situer. L'objectif, c'est pas de faire en fonction de ce que voudraient les politiques, ou être d'opportunistes. L'objectif, c'est pas d'être opportuniste, c'est vu ce qu'on a construit, où est-ce qu'on est le mieux demain, où sont les plus gros besoins, quelles sont les priorités, comment on revient à pourquoi on va lancer telle ou telle action. Et à chaque fois qu'on a la pourquoi, ensuite, c'est pas compliqué, on déroule le projet. Donc, je vous donne un exemple. Pourquoi ça a été toujours de dire le plus important là, c'est de regarder et d'être présent auprès des familles et notamment des mamans solo qui sont en passe de perdre leur boulot. Si elles perdent leur boulot, elles retombent encore plus dans la précarité. Il y a déjà un tiers des mamans solo en dessous du seuil de pauvreté. Nous, on a créé Montmartre pour aider aussi ces gens-là. Il faut qu'on soit au rendez-vous de ces mamans-là ou de ces papas, hein. Et donc, il faut qu'on recense ces besoins et qu'on puisse être la continuité. Si l'école ne peut pas faire des journées entières, il faut qu'on vienne compléter. Donc, on est en train de construire ça. Le deuxième point, et parfois ça va souvent avec, c'est les enfants, c'est-à-dire les laisser pour compte, hein. On s'est rapproché de foyers là, et de centres d'hébergement d'urgence. Il y a des besoins énormes, énormes de tous les enfants qui, pendant le confinement, auront été totalement délaissés. Et on est même en train de réfléchir à organiser, trouver des soutiens psychologiques pour les enfants et les familles. On ne sait pas trop comment. Ce n'est pas notre métier, mais on va trouver un partenaire. Donc, c'est vraiment le plus important, c'est quoi? On aura réussi. Alors, je vous donne une petite phrase qui marche très bien, mais vous utilisez peut-être, c'est que, en fait, moi, souvent, je redis à la fin, pour conclure, est-ce qu'on est capable d'écrire cette phrase de cette réunion? C'est on aura réussi la sortie de confinement si ceci, cela, cela. Voilà. Ben, c'est pas si facile à faire, à Ah synthétiser. j'imagine, mais en tout cas, super, super de Et voir, puis accepter les ouais, avis contradictoires, hein, être dans le débat. ouais, C'est-à-dire que moi, je ne sais pas, personne ne sait, on part du principe que personne ne sait et que tout le monde sait. Donc, à partir du moment où on part de ça, tous les avis sont valables et on a un échange et on anime et on avance comme ça. Voilà. Et il y a toujours un animateur, un régulateur, on a des ouais, méthodes qui font qu'à la fin, on aboutit à une solution. ok, super. Mais ce n'est pas descendant, Bah, hein, c'est ça que je veux dire, c'est pas descendant. oui, c'est comme ce que tu évoquais tout à l'heure sur plutôt une entreprise ouverte, libérée. Donc Oui, là, oui. j'imagine que vous avez plutôt une organisation. Voilà, la semaine prochaine, on a convoqué, on fait des comités avec tous nos politiques publiques, les villes, les caisses d'allocation familiale. Et le titre, c'est comment innover au profit d'une éducation durable et avec les parents. Le rôle de Montmartre demain, aidez-nous à réfléchir. Donc, on a mis tout le monde autour de la table, on va voir qui se connecte. Et voilà. Donc, on ne fait pas tout seul, en fait, hein. Ouais, bah oui, Non. oui, j'imagine bien. Ok, super pour cet échange. Super de voir aussi que vous êtes toujours tous connectés, donc on n'est plus une centaine encore là. Personne Donc n'est parti, j'ai c'est bravo, terrible. personne n'est parti. Donc je pense que tout le monde a adoré euh, ton, euh, ton intervention et cet échange. Il est 45. Je pense que là c'est peut-être pas mal si on prend quand même un temps pour échanger, notamment parce qu'on a une première question
Et donc, de Clotilde, mais n'hésitez pas, tous les participants aussi, à poser vos questions sur tout ce qu'a pu dire Chantal. Et donc, cette première question, c'est notamment le lien de Montmartre avec les structures culturelles sur le territoire. Oui. Donc, on l'a un Alors, petit peu évoqué, mais peut-être détaillé. ouais, en 2 mots, on travaille avec tout le monde parce que ce qui se passe, c'est qu'on essaie de faire beaucoup de local. Nous, on ne va pas s'amuser à faire 1 heure de transport avec les enfants s'il y a un théâtre ou un musée à proximité. Donc déjà, chaque centre a repéré ses ressources et aller voir tous les théâtres, les musées. Il y a des sorties tous les mercredis et pendant tous les stages de vacances scolaires, il y a toujours un thème associé à une expo ou quelque chose avec qui on travaille. Donc, même nos animateurs sont formés par les équipements culturels en médiation pour faire visiter une expo à Beaubourg. Et ben, tout le monde est allé se former pour pouvoir faire l'expo avec les enfants. Hein, on est très connectés. On a monté beaucoup de BAFA aussi en équipement culturel. Et on continue, on va en faire un à Beaubourg. On a fait au 104, au Théâtre Sylvia Montfort, à la Criée à Marseille. Donc, on utilise les lieux, mais comme des partenaires en fait. Hein. On travaille ensemble. Ok, super, très clair. Autre question, mais plus d'ordre pratico-pratique de Valérie qui nous demande s'il y aura un replay. Il y aura bien évidemment un replay. On a enregistré cette conférence et vous pourrez la retrouver sur YouTube. Donc, on vous enverra les liens. Et donc, c'est sur la chaîne de Empower. Après, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je ne sais pas si tu en as eu de ton côté, peut-être Chantal, en privé, parce que c'est possible aussi que les gens les envoient directement. On a aussi eu peut-être juste une réaction de Charline qui nous dit qu'elle est comptable dans une multinationale et qu'effectivement, elle est en licence chargée de projet en solidarité internationale et qu'il faut se lancer. Effectivement, il faut se lancer et c'est génial. Autre question qui vient d'arriver. Alors, j'avais une question, Julie, sur pourquoi la pédagogie artistique et culturelle, pourquoi cette idée. Bon, simplement, il y a une histoire de fracture culturelle. En gros, sur les 4-11 ans, 14% des enfants ont accès à une pratique artistique, 80% font du sport. Donc, clairement, moi, quand je regardais ça, ça me rendait un petit peu dingue. Et moi, il se trouve que je suis d'un milieu très modeste et populaire en Bretagne et que mes parents nous ont donné accès à ça parce qu'eux-mêmes, quand ils étaient jeunes dans les années 50-60, il y avait de l'artistique dans les campagnes. C'était l'éducation populaire. Ils faisaient tous du théâtre, tout ça, c'est les débuts de l'Éduc-Pop. Et franchement, je reste convaincue que c'est un sacré levier et qu'il faut revenir à ça, en fait. C'est concret, là, pour le coup. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà. La personne nous le dira. On a une autre question d'Éléonore qui nous dit qui se demande quelles ont été tes sources d'inspiration pour créer justement cette pédagogie artistique et qui au passage te remercie pour ton travail aspirant. Et elle se demande aussi, elle est brestoise, il n'existe pas encore de lieu Montmartre à Brest, pour l'instant, peut-être que ça va venir. Et en tant qu'artiste, comment est-ce qu'elle peut s'investir dans cet asso qui l'enthousiasme beaucoup? Alors, sur notre site internet, il y a une rubrique qui s'appelle Rejoignez-nous tout en haut. Et on explique un peu tout ce qu'on peut faire quand on est artiste à Montmartre. On peut faire des projets en intervenant ponctuel sur des séances, à peu près 10 séances avec les enfants, quelle que soit notre antenne. On peut aussi faire des interventions dans des écoles, dans des crèches. Pourquoi pas contribuer à nos formations BAFA. Enfin, il y a plein de solutions et on organise des réunions à peu près tous les mois pour réunir tous les artistes qui veulent venir et on explique tout ça. Voilà, donc bien sûr, il y a plein de choses à faire et bienvenue. Au plaisir de se voir. De toute façon, on vous renverra aussi un mail à tous avec le lien de Montmartre, les informations pour pouvoir de toute façon suivre si besoin. On a une question de Charlotte qui demande est-ce que vous rentrez dans les écoles qui sont encore les lieux pour tous? Donc effectivement, qu'elle évolue bien avec les écoles. Alors en fait, depuis 20 ans, on est à la sortie des écoles à 16h30 parce qu'on va chercher les enfants. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on fait le pédibus et que là, en ce moment, cette année-là, on dessert 80 écoles tous les soirs à 16h30 à pied, à moins de 10 minutes de chacun de nos locaux, de nos 17 lieux. On dessert plusieurs écoles et on arrive de toutes les écoles de façon à faire de la mixité sociale. On ne les choisit pas au hasard. Il y a des écoles en REP, il y a des écoles un peu plus favorisées. Parfois, on va chercher des écoles privées pour vraiment mixer les enfants, parce que c'est l'un des projets éducatifs de Montmartre, c'est apprendre à vivre ensemble tout petit et justement casser l'entre-soi.
Donc, on travaille avec les écoles déjà parce qu'on y est à la sortie tous les jours. Et dedans, quand on nous laisse rentrer, il a fallu beaucoup se battre pour rentrer dans les écoles à cause du plan Vigipirate là, qui nous casse les pieds depuis des années. Et à côté de ça, on intervient dans les rythmes scolaires puisqu'on est dans à peu près 70 écoles en Île-de-France et Paris sur des ateliers projets artistiques dans le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires. Voilà nos rapports à l'école. Et puis évidemment, les écoles nous envoient des enfants. Ce sont des prescripteurs puisqu'ils repèrent des enfants qui ont besoin, qui sont parfois trop introvertis. Enfin voilà, on travaille en bonne intelligence avec les écoles. Super. Autre question de Clotilde qui demande comment se traduit concrètement votre action en tant que lieu de vie de quartier, hors garderie. Alors, Montmartre, c'est des lieux au pied des habitants. Donc, l'idée, ça a tout de suite été de dire on va créer des loisirs en famille les week-ends et on va laisser l'initiative aussi aux habitants. Donc, il y a les familles, parents-enfants, mais aussi des habitants. Donc, le soir, après 20 h, la plupart des antennes ont des activités qui se sont mises en place, qu'on ne gère pas forcément trop, on donne un peu la clé. Je vous parle par exemple d'un cours de couture qui existe depuis 15 ans, bénévole, monté dans le 18e arrondissement avec des listes d'attente de plein de mamans qui ont envie d'apprendre à coudre. Ils ont fait une cagnotte, ils ont acheté des machines, on a 10 machines à coudre, enfin, complètement dingue. Et d'ailleurs, ils sont en train de faire des masques. C'est assez marrant. Et ça va au loisir partagé des week-ends où évidemment on organise, ça peut être un concert pour les familles, ça peut être une brocante, enfin, des échanges de livres pour les enfants. Tout est possible en fait, hein, et les groupes de parents envoient leurs propositions et nos équipes aident à organiser. On fait des sorties en famille aussi, hein, au théâtre, au musée. On organise des repas de quartier. Enfin, voilà, on fait la vie, quoi. Enfin, c'est la vie, quoi. La vie de quartier. Ah ben, c'est hyper bouillonnant, c'est hyper chouette. Et du coup, Justine nous pose aussi une question. Alors, est-ce qu'il est possible de revenir sur ton poste au départ et aujourd'hui? Je vois ici la difficulté d'être fondatrice, de tout faire, d'ouvrir, de trouver les soutiens nécessaires, d'organiser une direction collégiale, tu l'as mentionné effectivement, et comment est l'organisation d'un comité de direction. Donc, deux questions, ton poste au départ et plus sur la partie organisation. Voilà. Ouais. Donc, c'est vrai que le départ, comme je vous disais, il n'y avait pas de salariés, hein. Moi, j'avais un deuxième travail à côté parce que j'ai vu, est-ce que vous aviez un deuxième travail à côté? Oui. Pendant très longtemps, j'ai eu deux postes, en fait, hein. Donc, ce n'était pas si évident. J'avais un mi-temps d'un côté, Montmartre de l'autre, qui débordait forcément à ce moment-là, le soir aussi et le week-end. Et je ne vous ai pas dit, mais j'avais 4 enfants à la maison, 2 à moi et 2 que j'avais récupérés en me remariant. Donc, 4 ans, 7 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, c'est pour toutes celles qui se disent c'est pas possible de monter des projets quand on a des enfants. Ben, en fait, si, c'est possible. C'est pas facile, c'est un peu sportif, j'avoue. Mais quelque part, on est super organisé. Donc, il y a de l'efficacité, hein, en échange. On ne perd pas trop de temps. Voilà. Donc, après, comment faire tout? Mon poste, il a évolué, hein. Moi, j'étais animatrice au début. Je faisais le ménage aussi. Les courses, les goûters, je faisais tout, hein, les inscriptions des parents, la paye. J'avais appris à faire la paye. Je crois que j'ai à peu près tout fait. Et aujourd'hui, effectivement, maintenant, je préside l'association, donc c'est plus compliqué parce que je suis plus sur le plaidoyer, la relation avec les grands partenaires. Là, j'anime le conseil d'administration, je gère les finances, je cherche les modèles économiques, on est en stratégie d'innovation tout le temps. Donc, mon rôle a évidemment évolué. Et entre ce que je vous ai raconté, je fais le ménage et je suis présidente, il s'est passé 10 millions de trucs, hein, évidemment. J'ai pas eu plus de 6 mois les mêmes missions, en fait, hein. Pour tout vous dire, en 20 ans, tous les 6 mois, mes missions ont changé. Donc, j'ai envie juste de dire que vous allez grandir avec vos projets, en fait, et pas de panique, quoi. Ça ne sert à rien de vouloir savoir ce que vous allez faire dans un an. Il faut juste y aller, quoi. Faites le chemin, hein. Ce qui est le plus important, c'est pas l'objectif final, c'est le chemin que vous c'est le chemin. Il faut tracer le chemin, en fait. C'est ça le plus dur. C'est pas tant si vous savez ce que vous voulez, le cap il est fixé. Donc, il ne faut pas vous projeter à 1 an, 2 ans, parce que c'est parfois très décourageant, hein. Très, très décourageant. Les plans quinquennaux ne sont pas forcément les meilleurs. Parfois, il faut se penser… en faut en équipe, ouais, mais pour soi-même, on s'adapte. Capacité d'adaptation.
Ça marche. Alors, d'autres questions, ça n'arrête pas. C'est super. C'est super de voir que vous êtes hyper intéressé par le sujet. Alors, est-ce que vous êtes en lien avec le réseau des cafés pour enfants? Oui, oui. Alors, le Café Zoïde, notamment à Paris, pour ceux qui connaissent, on a travaillé ensemble avec Anne-Marie au début parce qu'on a démarré la même année. Donc oui, on connaît un peu. Mais en fait, la stratégie de Montmartre, c'est aussi d'essayer de se mettre dans les quartiers où il n'y a rien, c'est-à-dire de venir en complément. Mm. Donc, s'il y a un café des enfants qui fait bien son boulot sur un quartier, on ne va pas s'amuser à venir à côté. Ouais. On va rajouter une solution parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui existent pour les petits. Donc, on fait plutôt du complément. S'il y a un centre social, on ne se met pas à côté. Enfin, on fait vraiment des études de territoire poussées pour venir combler les manques, en fait. Donc, oui et non. On travaille avec, on se connaît, mais à la fois, on se complète. Ouais, vous êtes complémentaires. Ok, super. Autre question, autre sujet, comment est organisé le travail entre les salariés et les bénévoles? Effectivement, qui est souvent un sujet qui revient dans le milieu associatif. Ouais. Alors, nous, les salariés, c'est devenu très vite important pour deux raisons. La première, c'est que comme on va chercher les enfants à la sortie des écoles et que les parents nous ont confié la prunelle de leurs yeux, il n'est pas question d'appeler un parent à 16 heures pour lui dire ah ben non, le bénévole n'est pas venu parce qu'il a eu un empêchement. On a beaucoup de retraités bénévoles. Ben, on ne va pas prendre votre enfant ce soir. Donc ça, ce n'était pas possible. Donc déjà, on a fait une équipe stable dans les taux d'encadrement des accueils collectifs de mineurs. On est dans les règles. Donc, les bénévoles, ils viennent en plus pour renforcer le taux d'encadrement. C'est très important. Et le deuxième point, c'est que les enfants, ils ont besoin d'avoir des repères stables et des gens formés en pédagogie parce qu'ils sont inscrits à l'année chez nous. Comme c'est le mode de garde des parents, bah, clairement, un enfant, il vient 1 an, 2 ans, 3 ans. En moyenne, c'est 3 ans. Mais il vient toute l'année, tous les lundis et jeudis, par exemple. Donc, clairement, si on change de tête tout le temps, un bénévole A la semaine 1, bénévole B la semaine 2, on perd les enfants. Les enfants, ils ont besoin de stabilité. Et si on veut consolider ces enfants-là, on ne peut pas tout le temps bouger. Donc pour nous, c'est important d'avoir une vraie équipe éducative, formée, professionnelle. Le bénévole, c'est un plus et c'est un atout pour le taux d'encadrement parce que ça nous permet d'avoir un adulte pour 6 enfants sur le trajet des écoles, pendant les devoirs. On fait les devoirs tous les soirs aussi. Voilà, ça renforce l'accompagnement des enfants. D'accord. C'est un Ok. plus. Très clair. Et autre question, autre thématique, quel est le modèle économique de l'association qui est posé par Flo? Alors, le modèle économique, il a beaucoup bougé. Comme on sait que c'est pas simple, on a hybridé. Donc, au total, on est à près. Là, je viens de faire le CA, alors je les ai par cœur, les chiffres. On est à 46% d'autofinancement. Les familles ne représentent que 14% des produits. Elles payent entre 50 centimes d'euros de l'heure et 10 euros de l'heure. La moyenne est à peine à 3 euros. Et ça dépend des lieux. Il y a des lieux où on n'a même pas 1 euro. Donc, ce n'est pas les familles qui financent Montmartre. Donc, on a développé d'autres prestations, parfois marchandes, et la marge de ces prestations finance le social et des formations. Donc, c'est ça les 46%. C'est le total, 14% familles plus le reste. Ensuite, on a des fonds publics, donc à hauteur de 35%, même plus, oui, pardon, plus 36%. Donc là, on a les collectivités locales, les villes, les caisses d'allocation familiale, parfois les régions. On a des fonds d'État maintenant, depuis peu. Il a fallu atteindre une certaine taille, dont le ministère de la Culture, le ministère de la Cohésion des Territoires. Voilà. Et le reste, c'est les 18%, si j'ai bien calculé, de mécénat et de fonds privés. On a monté un fonds de dotation et on a des mécènes, fondation familiale ou fondation d'entreprise et quelques donateurs à titre personnel. Voilà à peu près le modèle. Donc, c'est un modèle très hybridé. Oui, mais c'est souvent ce qu'on retrouve, effectivement, un croisement entre différentes sources Oui. et qui permet d'assurer peut-être aussi le côté durable, parce qu'il y a aussi cette question-là, effectivement, sur le modèle. Donc, super. Eh bien, très clair. Est-ce que vous êtes encore tous connectés? Vraiment, je suis admirative. Une heure après, on est encore plus de 30, donc félicitations à tous. Du coup, est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que je n'en vois pas, mais n'hésitez pas, on peut en prendre une dernière. Si ce n'est pas le cas, j'imagine que c'est clair pour tout le monde. Et on a vu plein de sujets très différents. C'était hyper intéressant. Franchement, voilà, Clotilde nous dit on est tous là parce que c'est très intéressant. Merci et bravo. Bah, on est d'accord, Clotilde.
Et Anaïs me dit que c'est très inspirant. Bah, super, on voit que ça vous a plu. Honnêtement, enfin voilà, j'en fais plusieurs et on a beaucoup de formats comme ça. Mais c'est vrai que de voir autant de questions et d'interactions, vraiment, c'est top. Donc merci à tous, hein, vraiment. Si vous n'avez pas d'autres questions, il est 19 heures. Vraiment, on est dans un timing parfait. Je pense on peut libérer, notamment Chantal, qui a beaucoup de sujets à voir. Ouais, je m'arrête après là. Stop. Ouais, voilà, je crois que là, il y a une Aujourd'hui, pause bien c'était dur, hein. méritée après cette grosse journée. Bah merci vraiment Chantal pour cet échange, c'était super, vraiment. Ben, Nous, on merci est pour en vos plus merci ravis. parce que ça fait plaisir, hein. C'est sympa. Je vous vois pas, c'est le seul petit bémol. Mais on aura peut-être l'occasion de se recroiser. Voilà, c'est ça. Mais oui, c'est sûr, on aura sûrement l'occasion de se recroiser. Dans tous les cas, nous, on a hâte aussi que Momar puisse rouvrir ses lieux de vie, hein, parce que je pense que ça manque à beaucoup de gens et c'est des lieux hyper importants. Donc on a hâte que tout ça puisse reprendre son cours. Merci à tous les participants. N'hésitez pas à commenter, à relayer sur les réseaux sociaux si ça vous a plu et à nous faire vos retours aussi, parce que nous aussi, du côté d'Empower, on teste un peu tous ces formats. Et on aime bien savoir ce que vous en avez pensé. Donc, n'hésitez pas à commenter. On est présent un peu partout, dans les réseaux sociaux classiques. Et ça nous fait, ça est très enrichissant aussi pour nous. Cette conférence a été enregistrée et il sera rediffusé sur YouTube. Donc, vous pourrez la retrouver et la revisionner si besoin. On va vous envoyer un mail aussi récap et avec le lien vers Montmartre, vers tout un tas de choses. Et voilà. Mais en tout cas, un super moment pour clore ce mercredi Merci ensemble. à vous tous. Merci.